Messieurs, bonjour. Donc on est manifestement au comité restreint. Mais ça ne devrait pas changer la nature de ce que je vais vous présenter. Ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est une initiative IBM qui s'appelle Jazz, qui vise à favoriser la collaboration autour des activités de développement, et plus globalement de la chaîne de développement, c'est-à-dire des expressions de besoins jusqu'aux activités de test. Donc je voulais juste faire une introduction sur la raison pour laquelle IBM investit dans cette orientation-là et tenter d'expliquer ce qu'est Jazz. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui connaissent ou qui ont un peu entendu parler de Jazz. Non, bah, si ce n'est pas le cas, ce sera l'occasion pour développer un peu. Et on se pose souvent la question de savoir si c'est de l'open source, si c'est une propriété intellectuelle IBM, donc on va tenter d'y répondre. Puis je me suis dit que à Devox, faire uniquement des slides, ça allait être un peu rébarbatif. Donc vraiment pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec Jazz aujourd'hui, je me suis dit que le plus simple, c'était de vous faire une démonstration de ce que ça veut dire dans les faits de manière assez concrète. Et donc on finira par ce thème-là. Comme la tradition l'impose ici, je vais juste me présenter, mais en 30 secondes. Donc moi je suis issu du développement, j'en ai fait pendant un certain nombre d'années, mais je me suis arrêté au C++, hein, j'ai pas franchi le cap du développement Java, et très rapidement je me suis plutôt orienté vers tout ce qui est lié à l'automatisation du cycle de vie des applications, ce que les Anglais appellent l'ALM, pour Application Lifecycle Management, et intéressé aussi aux nouvelles pratiques, on va dire, développement agile, itératif, ce genre de choses. Mon rôle aujourd'hui au sein d'IBM, et plus précisément de Rational, c'est d'aider un certain nombre de clients, de gros clients, à organiser cette espèce de mutation vers justement ces pratiques agiles, sachant que pour des grosses organisations, c'est pas forcément une étape simple à franchir, c'est pas dans leur culture. Et mon rôle est aujourd'hui un rôle d'architecte, principalement sur les technologies autour de cette fameuse plateforme Jazz. Ce que je vous propose, vu qu'on n'est pas extrêmement nombreux, la tradition voudrait qu'on pose les questions à la fin. Si vous avez des questions en plein milieu ou si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Je pense que en 55 minutes, on devrait avoir le temps de répondre à chacune de vos questions. Avant de parler de Jazz, j'aime bien faire un rappel historique. Alors des fois, ça surprend parce que, en fonction des générations avec lesquelles on parle, tout le monde n'est pas forcément au fait de qui était à l'origine d'Eclipse. En fait, Eclipse, si on se remémore un peu ce que c'est une initiative qui part d'IBM avec comme objectif de créer un atelier de développement, Java bien sûr, mais qui offre des capacités d'intégration, de sorte qu'on puisse venir agréger autour de son socle de développement Eclipse tout ce dont on a besoin pour travailler au niveau du développeur. C'était le principal objectif qui s'était donné. Alors, dans la vraie vie, ce qu'il faut savoir, c'est que IBM à l'époque avait un produit qui s'appelait Visual Edge pour Java. C'est pas forcément le produit qui marchait le mieux. Et donc ils ont mis dans le domaine public l'ensemble des sources constitutives de cet outil de développement. Et ils ont commencé à travailler sur cette fameuse plateforme Eclipse. Donc ils ont créé une communauté que tout le monde connaît, qui s'appelle eclipse.org aujourd'hui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui en résumé sur Eclipse, que vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi, c'est que c'est devenu vraiment un standard de facto. Vous retrouvez des socles Eclipse pour faire du développement en Java, bien évidemment, COBOL, C++, de la modélisation UML. Vous le retrouvez aussi sur des ateliers de développement qui sont non IBM, chez Software AG ou dans d'autres organisations. Donc en gros, personne ne va remettre en cause le succès de cette plateforme-là. Et ce qu'on a retenu nous au sein d'IBM, sachant qu'on est un éditeur avant tout, c'est que ce qui, à mon avis, a fait le succès d'Eclipse, c'est évidemment le fait que ce soit une communauté, que ce soit open source, que ce soit totalement transparent, et faut pas se le cacher, qu'on fournisse des centaines et des centaines de développeurs pour développer Eclipse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et je sais pas si vous êtes au courant, mais derrière Eclipse.org, c'est encore une grosse majorité de personnes d'IBM qui travaillent et qui continuent à faire évoluer la plateforme, au même titre que vous les retrouvez sur le W3C ou ce genre de choses. Maintenant, ça veut dire que d'un point de vue client, à quelques exceptions près, et on dira rien contre Microsoft, à quelques exceptions près, aujourd'hui, côté client, on va dire qu'on a normalisé les choses. On se retrouve avec des socles Eclipse pour tout et n'importe quoi. Même certaines messageries aujourd'hui sont sur la base d'Eclipse. En revanche, la difficulté à laquelle on fait un peu face aujourd'hui, c'est plutôt sur l'ensemble des outils auxquels on accède. Si on regarde une chaîne de développement, il y a des tas de choses qui interviennent. Il y a l'outil de gestion de conf, un Git, un SVN ou ce genre de choses. Il y a des outils de gestion de changement, un Jira, un Mantis, un Bugzilla, un ClearCase, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des chaînes d'intégration continue qui s'appuient sur des moteurs d'intégration continue. Alors celui qu'on retrouve le plus, c'est Jenkins ou ce genre de choses.
Et puis si on regarde en amont et en aval de la chaîne, on va retrouver des tas de choses. On va retrouver des outils qui permettent de mieux définir le besoin, ce qu'on appelle la gestion d'exigence, ce qui est fréquemment utilisé dans le monde industriel. Et puis on va retrouver les tests. On parle beaucoup de tests, qu'aujourd'hui avec les pratiques agiles, on sait qu'on doit automatiser de plus en plus de tests. Donc on fait beaucoup plus d'automatisation et de tests de non-régression. Et donc en fait, toutes ces solutions-là, la difficulté qu'on a, à notre sens en tout cas, c'est d'arriver à les intégrer les uns avec les autres. Alors il y a des communautés open source qui font les choses plutôt bien sur certains types de produits, donc on arrive à les faire communiquer un peu mieux. Maintenant, quand on essaie de mélanger de l'open source et du commercial, sachant que des fois c'est un mix des deux qui nous permet d'arriver au meilleur des deux mondes, on rencontre un certain nombre de difficultés. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de dire ces intégrations qu'on a entre ces différents produits, qu'on pourrait appeler des intégrations point à point, ce qu'on voudrait faire, c'est repartir sur les principes d'Eclipse en termes de gouvernance, en termes d'ouverture, et tenter de définir les mécanismes d'échange qu'on pourrait avoir entre ces différents produits. Et de manière relativement agnostique, on n'est pas en train de prêcher uniquement pour notre paroisse, mais d'une façon générale, pour pouvoir intégrer l'ensemble des outils dont on a besoin aujourd'hui pour développer. Dans un monde idéal vu par Big Blue, par IBM, ce serait de dire, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une espèce de plateforme un peu fédératrice. Sur cette plateforme fédératrice, un peu orientée service, on viendrait y plugger les différents produits de la chaîne dont on a besoin pour constituer notre chaîne de développement. Et puis la communication se ferait plus forcément entre les produits, mais pourrait se faire à travers de cette plateforme-là. Ça, c'est une vision qui était vraie il y a quelques années, quand IBM s'est lancé dans l'aventure d'essayer de construire cette plateforme Jazz. Vous verrez dans les slides suivants qu'elle a légèrement évolué parce qu'elle partait du principe qu'on était quand même tous dans une direction Jazz, au même titre qu'on a été il y a 8 ans tous dans une direction Eclipse. Et aujourd'hui, on a des doutes quant au fait que ce soit possible. Ce qu'on a fait avec Eclipse dans les début des années 2000 se refera probablement pas avec une plateforme plus complexe qui, elle, serait partie serveur. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de regarder les 3 points qui permettent de définir ce qu'est Jazz aujourd'hui. Et puis on va rentrer dans un sujet d'architecture qui permettra de mieux comprendre si on est dans l'open source ou pas, et quelles sont les contraintes que ça pourra impliquer. Mais grosso modo, si on parle de Jazz aujourd'hui, il y a 3 points qu'on va mettre en évidence. Le premier, c'est l'architecture qui est en train d'être construite autour de cette plateforme. Quand je dis en train d'être construite, l'initiative date de 2006 quand même. Le deuxième point qui caractérise Jazz, c'est un peu à l'instar d'Eclipse.org, on a Jazz.net. Vous verrez qu'il y a quand même des subtilités, on en parlera un peu. Et puis après, évidemment, sur Jazz, on a ce qu'on appelle des produits développés pour ce socle-là, donc des applications spécifiquement écrites pour ce socle Jazz, et on vous montrera ensuite, à la fin de la session, via une démonstration, ce que ça sous-entend et la façon dont ça fonctionne. Si je reprends le premier point qui est lié à l'architecture, vous voyez qu'il y a 2 niveaux distincts. Le premier, qu'on appelle OSLC, qui est cette fois-ci un standard, qui veut dire Open Services Lifecycle Collaboration, fort collaboration. Le principe, en fait, il est inspiré d'une des spécifications du W3C qui s'appelle Link Data, qui permet de lier les données les unes avec les autres, via des URI, on en parlera après. C'est un détail d'une certaine manière. Donc là, la première chose, c'est de dire les données doivent être liées les unes avec les autres. Le deuxième niveau de cette architecture-là, c'est l'intégration d'un certain nombre de services. Donc là, on est vraiment sur la plateforme Jazz. D'une part, on va essayer de définir comment on va connecter les données les unes avec les autres. Alors, je vais donner des exemples simples. J'ai un toto.java en version 17 qui est lié à une demande de changement numéro 43. J'ai donc un lien entre une version d'un source et une demande de changement. Ou une demande de changement peut être liée à une exigence, à un besoin métier, ou peut être lié à autre chose, une activité de fabrication ou autre. L'idée est vraiment d'avoir une représentation qui s'inspire très largement de ce qu'on fait aujourd'hui sur le web, et donc d'arriver à connecter ces différents objets les uns avec les autres. Si je regarde ce que veut dire aujourd'hui OSLC, et c'est là où on va commencer à voir ce qui est du domaine de l'open source et ce qui est du domaine du propriétaire IBM, parce que la subtilité me paraît importante. Aujourd'hui, OSLC, c'est une initiative qui est relativement récente, qui date de 2008, donc ça fait 3 ans qu'un certain nombre d'individus travaillent dessus. Et le seul objectif de cette communauté, entre guillemets pour seul, c'est d'essayer de définir la façon dont aujourd'hui les différentes disciplines qui interviennent dans le développement doivent communiquer entre elles. Donc en termes de discipline, on a parlé de gestion de version tout à l'heure avec Git ou d'autres outils, ou de gestion de changement. C'est une discipline, la gestion de changement qu'en est une, le SCM, donc la gestion de version qu'en est une autre, et ainsi de suite. Et donc les gens qui travaillent aujourd'hui sur OSLC, donc on y retrouve des tas d'acteurs du marché,
s'attachent à définir ces spécifications-là. Ils produisent pas de code. Enfin, ils produisent du code pour fournir des templates et des exemples de construction d'applications OSLC, mais leur but à eux, c'est vraiment de définir une spécification. Et cette spécification, elle va ensuite être utilisée par un certain nombre de projets open source. C'est aujourd'hui utilisé par Jenkins, par exemple, pour tout ce qui est gestion des changements. C'est utilisé par IBM, évidemment. C'est utilisé par d'autres éditeurs du marché. Et ils vont ensuite, ces éditeurs ou ces projets open source, les implémenter. Et à ce titre-là, ils vont pouvoir consommer un certain nombre de services dans les différentes disciplines qui sont couvertes par OSLC. D'un point de vue technique, on est reparti sur ce que le web fait de mieux. On fait du REST, on fait du XML, on fait du HTTP. Il n'y a rien de plus compliqué. Et si on regarde plus concrètement les disciplines aujourd'hui qui sont couvertes par OSLC, d'ailleurs je pourrais peut-être vous le montrer directement, si on regarde aujourd'hui les spécifications qui sont couvertes par OSLC, ben, il y a un certain nombre de domaines. Il y a, donc là je suis sur leur site, il y a la gestion des changements qui est en V2, il y a la gestion des tests, la gestion des exigences, la gestion et ainsi de suite. Et donc, si vous regardez le détail, mais on va pas forcément tout à fait rentrer dans le détail, c'est pas le but aujourd'hui, mais vous allez regarder, vous avez les spécifications qui décrivent la façon dont je vais pouvoir consommer un outil qui fait du gestion de changement ou la façon dont je vais pouvoir exposer mes données quand je fais un outil de gestion de changement. Si je prends, je sais pas, Altation par exemple, ils ont un outil qui s'appelle Jira, on va avoir une surcouche dessus qui s'appelle OSLC, ce qui permet à n'importe quel autre outil qui sait dialoguer OSLC de venir consommer, créer des demandes de changement, les manipuler, les modifier, les mettre à jour, et ce genre de choses. C'est le but. Si je regarde, par exemple, je vous parlais de Jenkins, on doit les avoir dans les logiciels ici. Eux, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est ils consomment uniquement la gestion des changements. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais avoir une anomalie dans mon intégration continue, je vais pouvoir directement créer une anomalie résultant d'un problème de combine, de test unitaire ou de ce que vous voulez. Et cette anomalie-là, je vais pouvoir la créer dans un outil de gestion de changement, quel qu'il soit, à partir du moment où il est tagué OSLC. C'est ça ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et ce que ça veut dire, c'est que Jenkins, ils ont un avantage par rapport à ça, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être plugués en dur sur Bugzilla, sur Mantis, sur Jira, sur ClearCase, sur ClearQuest, pardon, ou sur n'importe quel autre outil du marché. Ils vont juste adopter ce standard-là, et ensuite on va pouvoir plugger et depluguer de manière tout à fait réelle pour se connecter à tel outil. C'est vraiment le principe sous-jacent d'OSLC, et je pense que c'est une évolution importante. Maintenant, pour être très franc avec vous, on est en train de démarrer, c'est-à-dire que ça fait 3 ans, tous les produits au sein de Rational sont évidemment OSLC. Quand on parle de DevOps, par exemple, on va le faire au travers de OSLC. On essaye d'insuffler ça dans beaucoup de projets open source, qui IBM est présent dans énormément de projets open source. Donc notre objectif, c'est d'arriver à avoir un consensus, une adhésion plutôt autour de cette techno-là, pour qu'elle se généralise le plus possible. Donc on voit quelques projets open source qui démarrent avec ça, on est plutôt content, mais c'est pour l'instant insuffisant, on va dire. Si je prends un exemple très concret de ce que ça pourrait donner ce que ça donne dans la vraie vie d'ailleurs, vous allez retrouver des tas d'outils, un outil d'SCM, un outil de fabrication, un outil de defect, un outil d'exigence. Et les liens que vous allez avoir entre eux, c'est des liens que je vais avoir entre les données. Chaque donnée qui est représentée ici, le change numéro 2, correspond en fait à une URI, telle que c'est décrit dans le W3C. Cette URI, je vais pouvoir l'y accéder en HTTP ou évidemment en HTTPS, et je vais pouvoir la requêter en faisant du Sparkle, que tout le monde connaît, et je vais avoir son format qui est défini, en l'occurrence nous on fait du RDF XML, mais ça pourrait être du JSON ou autre chose, c'est pas très grave. Et donc je vais pouvoir accéder à ces informations-là. Et je vais aussi pouvoir indexer ces données-là. Donc ça commence à devenir intéressant aussi, parce que les requêter une à une, ça peut être une source de problème. Maintenant, toutes ces données-là, je vais les avoir, je vais pouvoir y accéder, les indexer, faire des recherches, ce genre de choses. Donc c'est vraiment ces principes techniques qu'on met en avant aujourd'hui dans OSLC qui sont relativement simples. Si vous n'êtes pas familier de ces mécanismes-là, vous téléchargez curl, c'est gratuit. Et puis vous accédez à n'importe quel service OSLC avec une ligne de commande curl, et vous pouvez vous y connecter, créer des demandes, et ainsi de suite. On est complètement agnostique par rapport à l'outil, et c'est ça qui est sympathique. On n'a plus besoin de connaître des API, on n'a plus besoin forcément de connaître les web services qui permettent d'y accéder. On travaillera qu'au travers des accès REST au OSLC. Et donc ça commence à simplifier grandement la façon d'intégrer les produits. Des questions par rapport à ça, ou je peux continuer? On va changer un peu. Donc si je continue, et ça c'est la partie, vous vous rappelez, on avait un joli schéma, j'ai mis des jolies couleurs sur la partie supérieure qui est la connexion des données les unes avec les autres. Ça c'est pas du jazz, hein. On utilise ces mécanismes-là qui existent au travers de OSLC.
Jazz, on est venu enrichir ces solutions-là en fournissant des principes d'intégration de services. Alors, intégration de services, on peut y mettre beaucoup de définitions, mais grosso modo, on va étendre des patterns d'intégration au-delà de ce que OSLC propose. On va entre autres fournir un certain nombre de services que vous allez pouvoir consommer, réutiliser, ainsi de suite. Si je prends les services assez classiques, la plateforme Jazz va fournir des services de persistance de données, on va fournir des services de tableau de bord, de report, tout ce qu'on veut. Et donc nous l'idée, et c'est principalement pour nous à l'origine, nous Rationnel, nous l'idée c'est de dire, quels que soient les produits, j'ai 80 produits dans le catalogue Rationnel, c'est un truc de dingue. Sur ces 80 produits, j'en ai un certain nombre qui font la même chose. Ils s'authentifient, ils sauvegardent des données dans un référentiel, ils proposent des tableaux de bord, ils proposent du reporting et ainsi de suite. L'idée était de définir une couche qui soit commune et qu'on puisse réutiliser pour développer nos applications et les faire évoluer. Et donc cette couche-là, elle est accessible au travers d'un SDK, donc d'un framework qu'on peut utiliser. Et dans le cadre de ce framework-là, je vais donc pouvoir consommer un certain nombre de services que la plateforme me propose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelques éditeurs qui viennent se greffer sur Jazz, des gens comme Cast par exemple, qui vont se greffer sur Jazz pour venir enrichir les capacités de cette plateforme-là et fournir un certain nombre de services complémentaires. Et donc on peut rajouter des services, on peut consommer des services. On est vraiment sur une architecture qui ressemble à une orientation très orientée SOA. Donc c'est les principes, on va dire, de base qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on va retrouver dans Jazz. Donc juste pour... enfin je fais un peu court, mais juste pour résumer, s'il fallait retenir qu'un point à mon avis sur Jazz, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans l'open source, il faut être très franc. Autant avec Eclipse, ça avait été clair dès le début, on a émis tous nos sources, on a émis quelques centaines de développeurs, et c'était du gratuit, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Dans le cas de Jazz, le framework aujourd'hui qu'on développe, ces fameux services qu'on met à disposition, ils le sont à l'origine pour nous, pour développer nos applications. Ce qui est réellement de l'open source, c'est les spécifications et donc OSLC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel projet open source peut venir s'intégrer là, dans cette organisation-là, dans cette architecture-là, à partir du moment où il consomme, où il fournit des services OSLC. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour l'instant, le framework, on n'a pas, et je suis pas dans le secret des dieux, hein, je suis pas le CTO Rationnel worldwide, on n'a pas aujourd'hui, dans les roadmaps qu'on peut voir aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas l'intention de mettre tout ça dans le domaine public comme on l'a fait il fut un temps avec Eclipse. Peut-être que ça arrivera, je ne suis pas capable de le dire. Ce qu'on prétend aujourd'hui, c'est que si on veut intégrer ces principes d'intégration, le plus simple, c'est pas de redévelopper des applications sur la base d'un socle Java, et donc du framework qu'on met à disposition, mais c'est probablement d'adopter un des domaines qui est le plus intéressant par rapport à ce que vous faites, un des domaines OSLC. C'est le principe aujourd'hui qu'on met en avant. Comme je voulais pas faire trop long sur la partie présentation un peu théorique, mais je voulais juste que vous ayez une idée de ce qu'on sait faire aujourd'hui autour de Jazz et les raisons qui nous ont poussé à développer cette plateforme-là. Comme je le disais, elle date de 2006, donc ça commence à faire un petit peu de temps qu'on travaille dessus. Ce que je voudrais vous présenter et rentrer cette fois-ci un peu plus dans le détail, c'est vous montrer techniquement ce que ça veut dire au travers des outils qu'on a développés autour de cette techno-là. Sachant que ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est partir sur un cycle complet, pas forcément uniquement axé autour du développeur. Le développeur a une place de plus en plus importante aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose au travers des pratiques agiles. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'agilité, quand on la met en œuvre dans des grandes organisations, elle implique un certain nombre de choses. Elle va impliquer probablement de faire une gestion d'exigence. Un projet agile qui est développé autour de 10 personnes va être outillé de manière différente d'un projet dans certaines organisations bancaires qui aujourd'hui ont franchi le cap, où ils sont plusieurs milliers de développeurs. Et donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'outils qui risquent d'intervenir dans la chaîne. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on part de besoins qui sont exprimés par le métier, ce qu'on appelle la gestion d'exigence. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce domaine-là. Certains appellent ça la gestion d'exigence, on appelle ça souvent DORS pour ceux qui ont travaillé dans le monde industriel, parce que c'était les outils de référence à l'époque dans ces domaines-là. Donc on va partir de la gestion des exigences, la gestion de conf et toutes les activités qu'on peut avoir autour, donc la gestion des activités, la planification, l'intégration continue. Et puis on va montrer comment, en parallèle de ça, on va gérer les activités de test. Alors le test, il intervient à plusieurs niveaux. Il y a évidemment les tests unitaires qu'on va retrouver lors des phases d'intégration continue, ou les tests de calimétrie, peu importe.
Et là, ce qu'on va regarder, c'est plutôt les tests fonctionnels qu'on vient mettre en regard des expressions de besoins qui ont été faites par les métiers. Donc l'idée de la démonstration que je voulais vous faire, histoire de vous présenter un peu la techno plus au travers d'outils, c'est de dire on va partir d'une exigence, quelle qu'elle soit, on va mettre un petit peu de texte. On va ensuite, je suis parti sur un processus Scrum, donc on va plutôt la décomposer en ce qu'on appelle des user stories, donc des demandes d'évolution, on pourrait dire. Ces demandes d'évolution, on va pouvoir les décomposer en activités de développement. Je pense que vous êtes familier avec ces choses-là. Et puis ensuite, on va regarder en fonction des exigences, quelles sont les activités de test qu'on va devoir mener pour valider l'exigence ou pas. Et puis on finira par l'exécution du test, et donc on aura fait un cycle complet. Dans la vraie vie, ça prend un peu de temps, parce que généralement, on va faire intervenir des rôles et des personnes différentes au travers d'outils différents. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment, grâce à OSLC, cette collaboration entre ces différentes disciplines peut s'opérer de manière relativement fluide. Si on avait quelque chose à l'écran, ce sera encore mieux. Voilà. Donc là, on est, comme je vous disais, dans le Jazz, il y a un certain nombre de services qu'on utilise, tous les produits Jazz vont utiliser. Si je prends par exemple tout ce qui a trait au tableau de bord ou au reporting. Donc là, je suis sur un point d'entrée qui me permet de voir l'état d'avancement de mon projet. Donc j'ai un tableau de bord relativement classique, qui est un peu à la mode de Google, c'est-à-dire que c'est des widgets open social qu'on peut venir ajouter, dans lequel j'ai une vision sur la totalité de mon projet. Donc je vais y voir les personnes qui développent avec moi, les différentes modifications qui ont été élevées mais pour lesquelles j'ai pas encore bossé dessus, l'organisation en fonction des stories qui sont ouvertes. J'y retrouve la planif dans laquelle vous retrouvez évidemment votre backlog, votre release, vos itérations et tout ce que vous connaissez. On voit quelques informations sur le testing, on voit des informations sur les exigences, enfin ainsi de suite. On a évidemment un certain nombre de rapports qui nous permettent de piloter. Alors là, forcément, vous voyez que je ne développe pas beaucoup. Hein. Mais donc vous voyez l'évolution de mon projet. Donc on a tous ces indicateurs-là. Et comme je le disais, après vous les rajoutez, vous en mettez autant que vous voulez. Hein. L'outil vous propose des tas de widgets, où vous rajoutez vos widgets ou ceux de Google ou ceux de qui vous voulez. Donc ça, c'est mon point d'entrée. Ce que je vais regarder, c'est commencer par vous présenter la partie planification. Donc je suis sur une release. Si je prends ma release 1 et que je regarde son contenu, et je vais retrouver l'ensemble des user stories, évidemment, puisque je suis au niveau de ma release, qui le constituent. Donc j'y retrouve celles qui ne sont pas encore planifiées dans mes itérations, j'y retrouve le détail d'une de mes itérations. Et puis il y a une chose un peu particulière qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui, c'est au niveau des liens, et là on parle d'OSLC. Et au niveau des liens, je vais lui mettre en entrée les exigences qu'elle implémente. Quels sont les besoins métiers qui ont été exprimés, que je vais prendre en compte dans ma planification et dans mes activités de développement. Parce que souvent, l'exigence, elle ne peut pas être juste portée par la user story. Le texte est probablement un peu court. On aime définir sous une forme de diagramme, de processus ou ce qu'on veut. Et je vais retrouver aussi les plans de test qui sont associés. Donc ça me permettra de suivre l'évolution. Et si je regarde sur cette collection d'exigences, donc qui représente l'ensemble des exigences qu'on a à prioriser et qu'on estime être indissociables pour la planification de ma release, si je regarde le détail, donc il m'ouvre un nouveau navigateur et je retrouve un certain nombre de choses. Alors je peux rentrer dans le détail s'il le faut, je peux évidemment ouvrir une exigence, regarder l'information qui la constitue, je vois que celle-ci, elle a une description textuelle, mais elle a aussi un processus qui lui est défini. Enfin, elle a aussi les captures d'écran, les enchaînements d'écran. Enfin, c'est un outil d'exigence comme les autres. La seule chose qu'on voulait rajouter, c'est une notion de définition qu'on trouve rarement et qui faisait relativement défaut. Quand vous commencez à travailler avec le métier et que vous leur dites exprimez-moi votre besoin, généralement c'est là où ça commence à être amusant. Donc ils expriment des trucs qu'on comprend pas et nous on leur parle et ils ne comprennent pas. Donc on s'était dit, c'est dans cette définition d'exigence, le plus simple c'est de fournir des mécanismes qui sont habitués à manipuler, définir des diagrammes, des enchaînements d'écran et ces choses-là, ils le font relativement bien. Mais ceci dit, peu importe, on est sur l'outil, ce qui nous intéresse c'est pas l'outil, c'est plutôt la cinématique qui va s'opérer. Donc ce que je vais faire pour avancer dans ma démonstration, c'est créer un nouveau besoin. Donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau besoin. Je l'ai juste tagué pour être sûr de le retrouver assez rapidement. Donc là, il me crée une nouvelle entrée. Ce que je peux faire, c'est rentrer dans le détail et définir ce qu'est le besoin dans cette démonstration-là.
Voilà. C'est ce qu'on appelle mal définir une exigence. Mais ça, c'est pas très grave. Donc en fait, je peux le documenter, j'aurais pu y faire un diagramme ou n'importe quoi, c'est pas très important. Donc je vais considérer que j'ai un nouveau besoin qui a été exprimé, donc il apparaît dans cette liste-là. Et d'ailleurs, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est... là, je suis dans un outil qui serait plutôt utilisé par les métiers. Ce qu'on peut évidemment faire dans cette vision-là, et ça va commencer à vous donner une idée de ce que veut dire la traçabilité telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est que je peux demander à l'outil de me présenter l'ensemble des besoins métiers qui ont été exprimés, des exigences, et de commencer à les filtrer en fonction de l'avancement des activités de développement. Et vous verrez que la nôtre va évidemment disparaître. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de voir tout celles pour lesquelles le développement a été réalisé. Donc là, l'outil m'a filtré, mais le plus simple, c'est de lui demander de me rajouter les colonnes, histoire qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc je lui dis, ce que j'aimerais voir, c'est les activités de développement, les activités de test, et les activités issues de la création des anomalies. Et donc là, l'outil va me présenter la même vision que vous avez tout à l'heure. J'ai toujours cette exigence-là, avec un peu de détail quand je mets mon curseur dessus. Mais ce qui devient intéressant, c'est que je vois aussi qu'elle est implémentée par une user story qui est celle-ci. Et je vois aussi qu'elle est affectée par une anomalie qui est celle-ci. Et qu'elle a un cas de test qui est celle-ci. Et vous voyez, ce qu'on commence à avoir là, côté exigence, c'est que depuis cette vision-là, on peut avoir l'état d'avancement des activités de développement de test en disant je veux les exigences pour lesquelles les développements sont réalisés ou pour lesquelles les activités de test sont arrivées à leur terme. Et très rapidement, je vais être en mesure de voir exactement ce que je peux livrer ou ce que je vais pouvoir lancer dans ma prochaine intégration continue, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et je vais m'arrêter là sur cette définition-là. Ce que je veux juste que vous reteniez, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est que l'ensemble des liens que vous voyez entre l'exigence implémentée par, affectée par et validée par, en fait, sont des liens OSLC. Derrière, j'y mets l'outil que je veux. Le affecté by, par exemple, qui est une anomalie, ça pourrait être Jira, si j'avais envie. Là, en l'occurrence, ça l'est pas, mais je vais prendre n'importe quel outil qui implémente le standard OSLC, gestion des changements. Et c'est ça qui commence à devenir intéressant. Si les outils de test aujourd'hui, ce qu'on trouve souvent dans les tests fonctionnels, c'est HP, sur la partie validée par, ça pourrait très bien être un lien sur HP au travers d'une couche OSLC. Vous voyez, et je commence à être relativement agnostique par rapport aux outils que je suis en train d'agréger. Vous n'êtes pas une obligation d'avoir une suite totalement intégrée d'un même fournisseur, et je vais pouvoir me connecter à différents référentiels, et j'ai des liens, à l'instar des liens que vous avez sur des pages Internet. Je reviens sur mon tableau de bord, et là, ce qui peut être intéressant, c'est de me resynchroniser et dire à l'outil, voilà, maintenant ce que je voudrais être sûr, c'est que j'ai bien l'ensemble des activités de développement pour les exigences, et donc l'outil, ce qu'il va faire, c'est regarder si les exigences ont été ajoutées, supprimées, ou si elles ont évolué. Donc j'ai retrouvé évidemment la nôtre, et là, ce qu'il va nous proposer, c'est directement de créer la user story en réponse à ce besoin fonctionnel. Donc évidemment, si je reviens sur ma liste, je vais retrouver ma démo Devoxx, puisque je vais la retrouver dans la liste des demandes qui sont aujourd'hui pas encore organisées dans mes itérations. Et si je regarde, en mettant mon curseur dessus, vous voyez bien qu'elle marque implémente une exigence, et aujourd'hui j'ai souscrit à cette dernière. Donc l'étape suivante, si on est dans un processus plutôt Scrum, ce serait de dire, voilà, on va regarder en fonction de la charge de chacune des itérations, et puis on va planifier en fonction de l'importance cette demande-là. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un drag and drop sur l'itération 2, sous-entendu, je vais la prendre dans l'itération 2. Je vous cache rien, on fait les choses rapidement. Il faudrait peut-être la prioriser, il faudrait peut-être lui mettre un poids, le nombre de points qu'on veut lui associer. Dans la théorie, il faudra la décomposer en activités de développement, mais l'idée, une fois de plus, c'est pas de vous faire une démonstration sur les principes de planification qu'on a autour de l'agilité, enfin autour du processus Scrum en l'occurrence, des bonnes pratiques Scrum, devrais-je dire. Donc là, je l'ai remise dans cette itération-là. Donc évidemment, ça me fait avancer au fur et à mesure mes petits indicateurs. Et puis en fait, l'étape suivante consisterait dans la théorie à regarder le détail de cette deuxième itération et ouvrir cette deuxième itération et idéalement maintenant l'attribuer à une personne après l'avoir décomposé. Donc si je reviens sur mon itération, là cette fois-ci je fais un zoom sur l'itération numéro 2 et je vais retrouver un certain nombre d'individus qui travaillent, qui sont les pauvres un peu dans les choux. Et je vais retrouver à la fin dans toutes les demandes qui ne sont pas assignées. Et je vais évidemment y retrouver la demande Devoxx qu'on vient de créer, demande Devoxx qu'on décomposerait. Je vous la fais rapide. Donc pour pouvoir faire la suite de mon scénario de démonstration, ce que je vous propose, c'est, qu'est-ce qu'il fait Bob ?
et je vais me l'affecter. Donc je vais faire la même chose, hein, je vais prendre ma demande et je vais dire bon ok, celle-ci elle va être pour moi, histoire que je puisse aller un peu plus loin dans le scénario que je suis en train de vous présenter. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui a trait à la planification et ce genre de choses, et je fais juste un résumé avant de passer à l'étape suivante où on va cette fois-ci rentrer dans le développement. C'est ce qu'on a juste fait jusqu'à présent. Si on est parti d'un besoin qui avait été exprimé par le métier, par exemple, ou par un client, quel qu'il soit, de ce besoin-là, on l'a documenté, on y a mis un certain nombre d'informations. Dans la vraie vie, on aurait probablement un peu collaboré entre la MOE et la MOA, histoire d'être sûr qu'on avait tous bien compris quel était le besoin qui devait être pris en considération. Ensuite, l'outil nous a proposé de créer une demande de changement pour l'implémenter, une user story en l'occurrence. Et puis le chef de projet a regardé en fonction de la charge et des possibilités qui nous étaient offertes sur l'itération suivante, est-ce qu'on pouvait la prendre ou pas la prendre. Il l'a planifié sur l'itération 2 et en plus il l'a affecté à un développeur qui s'appelle Alexis Gache, moi-même. Maintenant je vais partir dans mon outil préféré et je reviens sur Eclipse. Et si je reviens sur Eclipse, je vais retrouver une petite vue complémentaire qui s'appelle Mon travail, dans lequel je vois l'ensemble des demandes qui m'ont été affectées. Alors, rien d'extraordinaire, hein, vous retrouvez vos demandes. Je vais évidemment pouvoir l'ouvrir, regarder ce qui se passe dessus. Là, c'est un outil de gestion de changement comme les autres, on va dire. Il inclut un certain nombre d'informations. Par contre, il y a un point qui est intéressant, et j'aime bien le remontrer, c'est évidemment vous retrouvez le lien sur l'exigence qu'il implémente. J'ai toujours ces notions de traçabilité qui sont omniprésentes. Et si le développeur clique dessus, il va pouvoir l'ouvrir, avoir un peu plus de détails, collaborer, participer, commenter, et ainsi de suite. On va intégrer dans ces demandes un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de dialoguer avec les autres. Je me parle à moi-même parce que je ne suis pas nombreux là. Donc on y inclut ces notions de forum, on y inclut des points qui sont intéressants. Vous voyez, je suis en vert, c'est-à-dire qu'en fait, je suis connecté à ma messagerie instantanée qui, en l'occurrence, c'est n'importe quelle messagerie XMPP. Hein. Je suis sur un OpenFire là. Donc je peux dialoguer avec les différentes personnes et on a voulu intégrer tous ces mécanismes-là au sein de l'atelier de développement parce qu'aujourd'hui, c'est un point qui nous semble important. Ce que ça veut dire aussi, c'est que quand je vais dialoguer avec des personnes, je vais pouvoir leur faire un drag and drop des différents objets sur lesquels je travaille. Ils vont pouvoir cliquer dessus, revenir dans le contexte, ainsi de suite. Donc on a vraiment mis des tas de choses qui permettent de simplifier la collaboration. Donc on va supposer qu'à partir de là, j'ai à peu près compris ce qu'on me demandait de faire et je vais développer sur la story, hein, je m'en excuse pour les puristes. Et puis ce que je vais pouvoir dire, c'est voilà, je vais la prendre comme étant la demande par défaut. Je m'arrête. En termes d'adhérence par rapport à l'outil de gestion de compte, je vais m'arrêter là. J'ai dans ma liste un certain nombre de demandes. Cette demande, elle m'est demandée parce que j'ai un nouveau besoin côté métier. Et je la prends, je dis c'est ma demande par défaut. Si je veux dialoguer avec le reste de l'équipe, je le fais au travers du wiki qui est intégré à la demande. Et j'ai dit c'est la demande sur laquelle je travaille. Et je vais retourner dans mes perspectives, en l'occurrence l'explorateur de Packed. Et je vais pouvoir faire un certain nombre de modifications sur des sources. Donc je vais prendre ça par exemple. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc là, il précise que j'ai été mentionné dans une des demandes, parce qu'il y a eu un hâte, comme dans Tweet. Donc je peux faire toutes mes modifications de code. Et vous voyez, ce qu'on a voulu faire, c'est rompre avec la mauvaise image qu'on pouvait avoir des outils vachement intrusifs, des ClearCase ou ces produits-là. Donc là, j'ai juste à faire mes modifications. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'outil est en train de mémoriser ce que je suis en train de faire. J'aurais pu faire un refactoring un peu agressif, ça aurait fait exactement la même chose. Dans une vue qui s'appelle modification en attente. Et donc là, il est en train de me dire, ben voilà, tu es en train de travailler sur la demande numéro 128. Tu as modifié un certain nombre de composants qui s'appellent organisation.java ou care.java. Et il mémorise pour moi les différentes modifications qui sont en train d'être réalisées. Ce que je peux faire à partir de là, si j'ai un doute, c'est évidemment à tout moment donné double-cliquer dessus pour voir l'écart entre la version avec laquelle je suis parti et la version avec laquelle je travaille. Et puis ce que je peux faire une fois que je suis satisfait du développement que j'ai réalisé, et je peux ce qu'on appelle la distribuer, enfin ce qu'on appelle un commit dans beaucoup d'outils. Donc je vais faire mon commit. Et faire le commit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les modifications que j'ai faites, elles sont bien en réponse à ma demande, et j'ai fait un certain nombre de tests, là j'ai pas fait grand chose, je vous l'accorde. Je suis en train de le remonter dans le référentiel, et tous les développeurs qui travaillent sur ce même projet, dans cette même zone-là, vont, ou dans cette même branche, si vous préférez, vont être notifiés
qu'il y a des modifications qui ont été livrées, et donc on va leur proposer de remettre à jour l'environnement, leur workspace Eclipse. Ils le feront ou ils le feront pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les outils qu'on propose là, tout se fait vraiment au niveau de la tâche, des activités de développement. Si j'ai un développeur qui veut la récupérer mais qui est en train de travailler sur quelque chose, il peut faire une pause sur son activité en cours, et comme dirait Coluche, il va retenir avec ses petits bras musclés toutes les modifications que je suis en train de faire. Je peux accepter la modification qui m'est livrée, et ensuite faire un replay sur ma demande qui était en pause, et il va me proposer la fusion en automatique si c'est possible ou pas. Et ensuite vous pourrez la vérifier si c'est cohérent. Ce que je pourrais faire, juste pour jouer, entre guillemets, c'est forcer une intégration continue. Donc en fait, j'ai le droit de dire, là, à cet instant T, je vais forcer l'intégration continue plutôt que d'attendre qu'elle se déclenche dans 12 minutes ou dans 8 minutes. Ce qu'on a rajouté, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui on utilise beaucoup ces solutions-là au sein des équipes de développement. Ce que les développeurs ont souhaité rajouter dans une avant-dernière version, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle un build personnel. Un build personnel, c'est au lieu de consommer, on va dire, l'intégration continue et dire je livre dans le référentiel et je passe mon cycle d'intégration continue, et donc potentiellement je le plante, enfin je peux le planter. Ce que je peux dire, c'est je veux utiliser le cycle d'intégration continue sur un workspace qui est privé, donc sur mes sources à moi, et donc l'outil va pouvoir mettre uniquement mes sources, j'ai pas besoin de les redistribuer, dans ma PIC, fabriquer tout ça, lancer les tests, ainsi de suite, et m'envoyer le compte rendu uniquement pour moi. Donc je peux très bien lancer un cycle d'intégration continue de manière isolée, et sur les mêmes infras. Ça me permet de m'assurer que je suis pas en train de casser quelque chose, et donc potentiellement de devoir le réparer. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que l'outil sort un certain nombre de statistiques. Et on s'était aperçu il doit y avoir 100 à 200 personnes qui travaillent sur les produits, qu'en fait, il y a une intégration continue plantée assez souvent. Et c'est qu'il y avait un écart entre l'environnement dans lequel on faisait le build et l'environnement du développeur, son environnement Eclipse, qui n'était pas forcément au même niveau sur un certain nombre de librairies. Donc là, ce qu'il m'a lancé un cycle d'intégration continue. En l'occurrence, j'utilise les capacités que l'outil m'offre pour faire mon intégration continue. Dans la vraie vie, quand vous êtes déjà sur Hudson et que vous avez fait toute votre PIC, l'idée c'est pas de la mettre à la poubelle, la reprendre et la redévelopper sur un autre outil. Ce qu'on propose évidemment, c'est de s'interfacer, et c'est ce qu'on fait avec Jenkins, pour pouvoir directement piloter l'intégration continue que vous avez sur un outil qui n'est pas l'outil par défaut. Ce qui nous paraît relativement cohérent, parce que ça coûte un peu cher généralement de réécrire la chaîne. Donc voilà, donc là il a fini mon intégration. Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir qu'il n'a pas fait grand-chose, pour être honnête. Il a lancé un certain nombre d'activités, donc il a récupéré les sources, il a lancé la compilation, des tests, il a créé un certain nombre de choses, il a packagé. Si je regarde le détail de la compilation, vous le voyez. Si vous voyez les tests unitaires, les JUnit, vous les retrouvez ici. Il a remonté le résultat du packaging qu'il a fait parce qu'on a demandé de lui faire. Il a remonté un certain nombre d'informations. Bon, ok, il n'y a rien d'extraordinaire. On aurait pu intégrer, je sais pas moi, ce qu'on fait très souvent, c'est au moins des tests de calimétrie, avoir des informations sur la qualité du code, sur ce genre de choses. Donc vous remontez ce que vous voulez, c'est une chaîne d'intégration continue comme les autres. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, même si on s'intègre avec Hudson, ce qui est intéressant de voir, c'est que le build est un objet à part entière. Et donc ce que je peux faire, c'est à tout moment donné le comparer avec une intégration continue que j'ai lancée il y a un certain temps. Et l'outil va me mettre en exergue les différences entre les deux. Et ce que je vais voir, c'est les demandes qui ont été intégrées, les versions des sources qui ont été prises en considération. Et si je double-clique, je vais retrouver les modifications. C'est-à-dire qu'associé à mon cycle d'intégration continue, je n'ai pas uniquement les modifications de code, j'ai les demandes, et donc les besoins métiers, enfin les exigences, les demandes, les exigences et les modifications de code. Si d'aventure mon intégration continuelle plante, ma priorité c'est de la restaurer. Et ce que je vais faire, c'est prendre la différence entre celle qui a planté et celle qui n'a pas planté. Il va me mettre en avant les différentes demandes et je vais pouvoir faire une pause sur ces demandes-là et relancer mon intégration continue, de sorte que les autres développeurs puissent travailler sans qu'ils soient perturbés par la modif que j'ai faite. Ensuite, je le prendrai de manière offline, je ferai les modifications et je réparerai ce qui doit être réparé pour cette prochaine intégration continue. Je vais m'arrêter là sur la partie développeur. On pourrait évidemment en parler pendant très longtemps. Et puis on va revenir à cette chaîne un peu globale que je souhaitais vous présenter. Et comme on a parlé de beaucoup de choses, je vais revenir sur ce que je vous présentais très rapidement pour vous expliquer ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire dans les 10 minutes qui nous restent. On est parti d'une exigence, vous vous rappelez? Elle était toute simple, Devox, démo. On a créé une user story.
Cette user story, on l'a planifiée. Ensuite, on est tombé au niveau du développement. Le développeur a fait des modifs de code. Il s'est offert une intégration continue pour vérifier que c'était bon. Il a fait un certain nombre de choses. Ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait généralement dû faire en parallèle du développement, c'est commencer à travailler sur les différents tests que je vais devoir exécuter. Je suis pas sur le test unitaire, hein, je suis pas sur le test que le développeur va écrire. Je suis plutôt sur des tests fonctionnels. Et donc, ce qu'on va regarder ici, c'est comment je vais pouvoir directement créer mes cas tests, les exécuter, et puis dans un monde idéal, dans un monde non idéal, pardon, on va détecter un écart entre ce qu'on souhaitait et ce qu'on obtient, donc une anomalie, et on va voir comment elle retombe dans le cycle de développement assez classique. Donc si je reviens sur mon tableau de bord qui reste mon point d'entrée, si je reviens sur mon tableau de bord, donc on peut très bien retourner sur la planif et vérifier quel est le plan de test qu'on utilise. Donc sur mon plan de test ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va y retrouver les exigences et le plan de test. Donc si j'ouvre celui-ci, il va m'ouvrir l'outil de test, celui-ci en l'occurrence, à la rigueur c'est pas très important. Donc je ne sais pas si vous êtes familier de tout ce qui est test fonctionnel, mais on y retrouve généralement un certain nombre de rubriques qui permettent de décrire le plan de test, les objectifs de test comme on les appelle. On va y retrouver des tas d'informations. En l'occurrence, on va y retrouver les besoins métiers qu'on souhaite valider. À partir du moment où vous exprimez un besoin, quel qu'il soit, il faut définir les critères de validation. Ce qu'on appelle les critères de validation, ce sont les cas de test, grosso modo. Donc si je regarde aujourd'hui, je vais retrouver la collection d'exigences, donc les fameuses exigences sur lesquelles je travaille. Donc si je mets mon curseur dessus, il va me donner un bref aperçu. Donc on y retrouve la liste un sous-ensemble de la liste des exigences. Et ce que je peux demander à l'outil, c'est, voilà, ce qui serait pas mal, c'est de regarder si mon référentiel n'a pas évolué, si mes exigences sont toujours en phase par rapport à ce que je suis en train de faire. Et un peu à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure, l'outil me dit, non, par rapport au plan de test qu'on a déjà construit, on a un problème, on a des objets qui ont été ajoutés et qui doivent être pris en considération. Il y a un besoin qui s'appelle démo Devox. On a peut-être des choses qui ont été supprimées, donc des exigences qui sont moins prioritaires. Donc en l'occurrence, on doit en avoir quelques-unes. Et puis on en a qui ont été modifiées. Alors le modifier, c'est vachement important. C'est que potentiellement, on a continué à travailler sur la définition de l'exigence, ce qui arrive assez souvent quand on développe de manière un peu itérative. Et donc potentiellement, si on s'est avancé sur les cas de test, ils sont peut-être plus bons, parce que l'exigence a évolué. Et donc là, l'outil va me mettre en avant l'ensemble des cas de test sur lesquels il y a ce qu'on appelle des liens suspects. Attention, il conviendrait de regarder au cas où il n'y aurait pas quelque chose à faire. Moi, ce qui va m'intéresser pour suivre cette démo, c'est de dire, je vais prendre ma démo Devox, puis devinez quoi, il va me créer mon cas de test. Alors, qu'on soit bien clair, il ne faut pas croire au Père Noël. Il crée une enveloppe vide qu'on appelle un cas de test. Derrière, il va falloir que les gens du test travaillent un peu, définissent que c'est un cas de test manuel, et dans ce cas-là, décrivent le scénario que le testeur devra exécuter, ou que c'est un cas de test automatique, et dans ce cas-là, développer dans le robot qui va bien l'exécution automatique du test qu'il faudra prendre en considération. Donc là, on ne fait que créer, on va dire, les différentes enveloppes qui nous permettent de travailler. Donc je vais dire, ok, je suis content, il m'a créé tout ça, on va pouvoir continuer. Donc si je continue à regarder mon plan de test, et je vais retrouver mes différents cas de test. Donc comme mon plan de test, il y en a un certain nombre, il va me présenter tout ce qui existe. On peut lui demander de regarder uniquement ce qui est Devox. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'est pas défini. J'ai un petit icône particulière qui me le précise. Et donc, je vais pouvoir ouvrir ce cas de test. Et dans la théorie, comme je le disais, je devrais commencer à documenter le test qui devrait être fait par le testeur. Ce que je vais retrouver ici, même chose. Je suis descendu un cran plus bas. J'ai mon cas de test. Qu'est-ce qu'il valide ? Il valide un besoin qui est exprimé par le client ou par le métier, donc on appelle une exigence. Et donc si je regarde ici, dès que je l'aurai trouvé, et je vais retrouver un lien sur l'exigence, qui est l'exigence qu'on a créée ensemble tout à l'heure, montrer les liens entre les exigences, les tests et les développements pour trouver le test qu'on a fait tout à l'heure. À chaque fois que je fais des liens comme ça, et je ne fais pas du jazz, je fais du OSLC. D'accord ? À chaque fois que je mets mon curseur sur un objet qui est lié en OSLC, la pop-up qui vous est présentée, c'est le fournisseur OSLC qui l'a produit. C'est-à-dire qu'on lit les données, mais on fournit l'interface HTML qui permet de visualiser l'information de la donnée concernée. Je vais continuer mon petit exemple. Ah, j'ai ouvert l'exigence.
Je vais continuer mon petit exemple, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est exécuter mon cas de test. D'accord ? Donc si je reprends... je suis dessus, pardon. Si j'exécute ce cas de test, même si je suis d'accord avec vous, il n'est pas documenté, il n'y a pas grand-chose dessus, l'idée, une fois de plus, c'est de vous montrer la synergie qu'il y a entre les différentes personnes qui travaillent dans le développement. Donc il va m'ouvrir l'interface qui permet de piloter mes tests, et je vais considérer que j'ai fait un certain nombre de choses. Et là, évidemment, pour le bien de la démonstration, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer une anomalie, et dire, ben voilà, il y a un écart entre le comportement que j'attendais, et tel qu'il est décrit dans l'exigence, et le comportement que le testeur a constaté en l'exécutant. Donc ça va créer une nouvelle anomalie. Donc je vais devoir mettre mon environnement, mon cas de test en incomplet par exemple. Je vais pouvoir le sauvegarder. Même chose, hein, l'anomalie, c'est on est dans les domaines OSLC encore. Et si je reviens sur sur mon tableau de bord, et je vais évidemment, il va être alimenté. Naturellement, je vais retrouver un certain nombre d'informations. Vous voyez des mots Devox, je vais le retrouver ici, ça c'est mon cas de test. Et je vais retrouver la dernière intégration continue qu'on a fait ensemble, et je vais retrouver toutes les informations autour de ce qu'on vient de réaliser dans le cadre de cette démonstration-là. Et j'ai qu'on appelle ça, des flux RSS qui me permet d'avoir une vision sur ce qui est en train d'être réalisé sur le projet. Mais le développeur, les chefs de projet, les testeurs, toute personne qui travaille aujourd'hui sur mon projet va être notifiée, va recevoir de l'information. Et on est dans le cadre, ça fait un peu buzz, mais du Web 2.0, au sens où je vais pouvoir choisir l'information qui m'intéresse, l'agréger dans un tableau de bord et pouvoir suivre ce que je suis en train de réaliser. Ce que je vais faire, c'est, je viens d'apprendre que j'ai une nouvelle anomalie qui a été levée. Je vais pouvoir ouvrir cette anomalie-là. Et je vais évidemment retrouver la même interface, retrouver les mêmes informations. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais retrouver les liens sur le résultat du test, et je vais retrouver le lien sur l'exigence qu'elle implémente, et je vais retrouver le lien sur le cas de test que j'ai exécuté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que avec tous ces liens-là, quand moi j'arrive et que je suis développeur et qu'on me balance une anomalie et qu'on me dit qu'il faudrait que je la corrige, alors mon anomalie quand elle est dans le Mantis, déjà c'est pas mal, j'ai une fiche, c'est pas trop mal, mais j'ai pas forcément le contexte. Au mieux j'ai un log que le testeur a bien voulu faire copier-coller et mettre dans la description. Là ce que j'ai en fait, c'est j'ai mon anomalie et l'ensemble des informations qui permettent de comprendre pourquoi il y a une anomalie. Et j'ai pas eu à le faire, c'est-à-dire que j'ai un lien direct sur l'environnement d'exécution, j'ai un lien direct sur le cas de test, et j'ai par transitivité un lien direct sur l'exigence. Et donc depuis cet environnement-là, il me suffit de cliquer sur les liens, et je sais exactement quelle est la raison du problème, dans quel environnement il a été exécuté, et ainsi de suite. L'étape suivante, bien évidemment, ça va être de prendre cette demande-là, et puis de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est on va l'attribuer à un... Je vais vous en faire grâce, on va pas refaire un cycle complet, mais on va l'attribuer à un développeur qui va, vous vous en doutez, la réceptionner dans son environnement, mon travail, enfin sa vue. Donc il va retrouver la nouvelle demande, il va pouvoir travailler dessus, et ainsi de suite. Donc ce que je voulais vous montrer, en fait, au travers de cette démonstration, c'était la synergie qu'il y avait entre les différentes disciplines, on va dire, qui interviennent dans ce qu'on appelle la production du logiciel. C'est pas uniquement le développement. Il y a de plus en plus, dans beaucoup d'organisations, le besoin d'exprimer sous une forme d'exigence. Les faits de développer sur les pratiques agiles font qu'on a de plus en plus de tests et on va devoir automatiser de plus en plus de choses. Les chaînes d'intégration continue vont devenir de plus en plus complexes. L'exécution en automatique des tests de non-régression fonctionnelle sont de plus en plus nécessaires. On va devoir montrer des choses plus fréquemment et donc on va devoir faire des tests en quantité beaucoup plus importante qu'on le faisait avant. Ce qu'il faut savoir, c'est, si on avait continué la démonstration, c'est qu'à un moment donné, on va figer tout ça. Et on va dire, voilà, l'itération, elle est finie, je peux prendre une baseline, une configuration. Et en fait, cette configuration, à partir du moment où elle est prise et qu'elle intègre toutes les anomalies des testeurs, les testeurs vont être automatiquement notifiés et on leur met à disposition une version qu'on va ensuite pouvoir déployer dans l'environnement d'exécution et ils vont pouvoir réexécuter l'ensemble des cas de test qui ont échoué. Donc et juste pour finir, après, si vous avez des questions, je vous écouterai et j'y répondrai, pardon. Le testeur, il l'a vu au travers de ces tableaux de bord avec des tas de graphiques, il y met ce qu'il veut.
Là, j'en ai mis qu'un tout à l'heure, qui est la couverture des exigences par rapport au test, dans lequel il peut évidemment cliquer pour avoir le détail. Donc vous voyez, tout le monde a sa vision à lui en fonction du rôle qu'il peut avoir, et tout le monde participe réellement. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire de manière assez efficace, c'est une collaboration au niveau du développeur, parce qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui open source qui simplifient la vie. Maintenant, essayer de remonter sur ce qui est en amont et ce qui est en aval, et c'est ce qu'on fait dans les grosses organisations, parce qu'on est obligé d'être outillé quand on commence à être 300 développeurs à travailler sur des projets. Mais c'est les points sur lesquels on estime que cette fameuse collaboration est de plus en plus nécessaire. Vous avez des questions par rapport à ça ou... On a un peu dérivé par rapport au thème assez classique qu'on trouve sur Devoxx, mais on voulait introduire un peu ce qu'était Jazz au cas où vous en avez déjà eu une vision, sachant que on a un peu changé de direction et OSLC apporte beaucoup, ce qu'on n'avait pas avant. Donc l'idée c'était vraiment d'expliquer qu'aujourd'hui, même si Jazz n'est pas open source, OSLC permet à n'importe quel projet open source de s'y intégrer et favorise quand même fortement la collaboration entre les différentes personnes qui interviennent. L'autre point, oui. Là, en l'occurrence, c'est RTC. Alors, on n'a pas parlé produits, je ne voulais pas vous présenter les produits, ça aurait fait un peu catalogue. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intègre avec Git. On améliore l'intégration d'ailleurs dans la version suivante, qui sort à la fin du deuxième trimestre. Et on a des mécanismes d'intégration avec des produits IBM, ClearCase, et ainsi de suite, avec des produits extéologiques comme Synergy. Et on a des mécanismes d'import avec SVN. SVN nous semble pas, même s'il y a beaucoup d'SVN aujourd'hui, je pense qu'on a plus tendance à aller vers Git aujourd'hui que vers SVN. CVS, je vous en parle pas, on n'a même pas de procédure de reprise sur CVS. Il faut passer par un dump SVN si on veut. D'autres questions par rapport à... Alors le dernier point que je voulais vous signaler avant de clore la session, c'est on a un certain nombre d'initiatives autour de Jazz aujourd'hui et différents produits qui le constituent. Il faut savoir pour le monde universitaire, on fournit, ce qu'on en discutait avec une personne tout à l'heure à la pause, on fournit un environnement un peu comme ça s'appelle Jazz Hub, dans lequel vous avez accès à l'ensemble des outils, c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez avec. On s'occupe de gérer les infras, on s'occupe d'installer, enfin de mettre à disposition les différents logiciels. Toutes ces informations aujourd'hui, vous les avez sur un site qui, je l'espère, deviendra votre site de référence, qui s'appelle jazz.net. Et sur jazz.net, vous avez aussi la possibilité, pour des équipes de développement qui sont relativement petites, enfin moins de 10 développeurs, les produits sont gratuits aussi. L'idée, c'est vraiment de faire développer, on va dire, ces technologies-là, et au travers le développement de ces technos-là, de développer la partie OSLC. On fournit ce qu'on appelle un sandbox, qui est un environnement de test pour les gens qui ne sont pas des universitaires. Donc pareil, vous avez un environnement pré-câblé dans lequel vous avez accès aux produits et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et puis, pour revenir sur un point qui me semble... Et j'arrêterai là parce que je vais déborder, mais pour revenir sur un point qui me semble important, parce qu'on est quand même chez IBM, donc, accessoirement on est un éditeur de logiciels, donc on vend des produits. Il y a un point qui est assez important, c'est le virage qu'on est en train de prendre. On a pris un premier virage avec Eclipse il y a maintenant longtemps, en développant le produit Eclipse, en le donnant gratuitement, en le mettant dans la communauté. Ça c'était un point qui me semblait important. Le deuxième aujourd'hui, c'est on a arrêté de produire des logiciels comme les éditeurs le font aujourd'hui. Même nos concurrents d'ailleurs, nos partenaires au sein d'IBM. C'est-à-dire que l'ensemble des produits que je vous ai montrés, vous les retrouvez sur jazz.net. Vous avez accès aux développeurs, donc vous y retrouverez les gourous Eclipse, c'est tous ces gens-là qui développent aujourd'hui sur Jazz. Vous pouvez dialoguer avec eux, vous avez accès à l'ensemble des spécifications, au wiki, à tout ce que vous voulez. Et pour aller un peu plus loin dans ce qu'on appelle la collaboration avec nos clients, c'est si vous vous intéressez à un produit au hasard, qui est en l'occurrence RTC, vous y retrouvez aussi l'ensemble des plans de développement, les différentes itérations, le tableau de bord du projet. Donc on vous fournit vraiment l'ensemble des données aujourd'hui sur le développement. C'est du temps réel, c'est vraiment les développeurs qui travaillent derrière, c'est vraiment avec eux que vous allez dialoguer. Sur n'importe laquelle des demandes, ah, je suis déconnecté. Sur n'importe quelle demande, vous pouvez contribuer, participer, donner votre avis. Enfin, c'est vraiment, je pense, intéressant, notre façon, bien qu'on soit un éditeur, de travailler un peu à la mode open source
et d'être très ouvert sur ce qu'on est en train de faire et de favoriser autant que possible la collaboration entre nos clients, les universitaires, les projets open source et nos équipes de développement. Voilà, je m'arrêterai là pour 0-0, je suis impeccable. Pas de questions? On arrête là? Merci beaucoup en tout cas.